Je me tenais devant la vitrine immense d'une concession automobile de luxe dans le 8e arrondissement de Paris. Le soleil de midi frappait fort sur le pavé de l'avenue de la Grande Armée. Je ne pouvais tout simplement pas en croire mes yeux. Là, juste devant moi, vêtue d'un manteau beige d'une élégance rare qui coûtait clairement une petite fortune, ma belle-mère Béatrice gesticulait avec joie tout en discutant vivement avec un vendeur très jeune. À ses côtés, un SUV importé totalement neuf brillait avec une intensité aveuglante sous la lumière. Ce n'était pas un modèle économique. C'était l'un de ces véhicules de luxe les plus chers de toute l'exposition. Les sacs de course en tissu que je portais glissèrent de mes mains sous le choc. Quelques pommes de terre roulèrent sur le trottoir et finirent près de l'entrée. Mais je n'ai même pas essayé de bouger. Mon esprit martelait une seule question. Comment peut-elle être en train d'acheter un véhicule de ce prix si hier encore elle pleurait amèrement au téléphone en disant qu'elle n'avait plus un sou pour ses médicaments pour le cœur? Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Ma fille de 7 ans, Léa, me tira avec force par la manche. Rien, mon cœur, ai-je réussi à dire d'une voix cassée. J'ai juste eu une absence, ne t'inquiète pas. Mon fils de 4 ans, Hugo, était déjà au sol en train de ramasser les pommes de terre. J'ai remarqué que son blouson, celui que nous avions acheté il y a 2 ans lors d'une braderie et qui était visiblement trop petit, remontait dans son dos alors qu'il se baissait. J'ai ajusté ses vêtements de manière mécanique, presque comme un robot. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de la scène. Béatrice signait des documents dans un porte-documents en cuir. Elle semblait radieuse et pleine de vie. Il n'y avait en elle aucune trace d'arythmie ou de fatigue. Aucune faiblesse ou ces vertiges constants qu'elle décrivait avec tant de détails durant les 5 dernières années. 5 années entières. Durant 5 maudites années, je lui ai transféré de l'argent chaque mois sans faute. C'était 800 ou parfois 1000 euros mensuels. C'est pour les médicaments, disait-elle toujours d'une voix de victime. C'est pour les spécialistes qui coûtent cher et pour les examens que la sécurité sociale ne couvre pas totalement. Et moi, comme une idiote, j'ai cru chacun de ces mots. Maman, pourquoi on reste ici au soleil? Insista Hugo. Venez, les enfants, dépêchez-vous, on s'en va. J'ai ramassé les sacs et j'ai marché le plus vite possible pour m'éloigner. J'avais une peur terrible que Béatrice sorte et me voie. Tout le chemin de retour vers notre appartement modeste à Saint-Denis se fit en pilote automatique. Les enfants parlaient de dessins animés. Mais dans ma tête passait le film de tout ce que nous avions vécu. Je me suis souvenu comment mon mari Thomas et moi avions annulé nos vacances à la mer 3 ans de suite par manque de budget. Je me suis souvenu comment j'avais dû prendre un deuxième emploi le week-end en faisant de la comptabilité pour des petites boutiques. Je me suis souvenu comment nous avions repoussé les travaux de la chambre des enfants parce que la mère de Thomas avait eu une autre crise et avait besoin de soins d'urgence. Léa est allée à l'école l'année dernière avec un uniforme d'occasion acheté sur un site de seconde main. J'avais essayé de la convaincre que c'était mieux parce que le tissu était déjà souple. Mais la vérité est que j'ai pleuré en cachette cette nuit-là en voyant que les autres filles avaient des vêtements neufs. Et pendant tout ce temps, j'ai continué à envoyer l'argent ponctuellement. Parce qu'elle était censée être malade. Parce qu'on ne pouvait pas laisser la mère de Thomas démunie dans sa vieillesse. Thomas. Qu'est-ce que je vais dire à mon mari? Il ne va pas me croire tout de suite. Il adore sa mère plus que tout. Pour lui, cette femme est presque une sainte. Béatrice a toujours su manipuler cela. Elle rappelait sans cesse comment elle avait élevé ses 2 enfants seule. Comment elle s'était sacrifiée pour eux et comment elle était maintenant vieille, malade et seule. Seule et malade? J'ai lâché un rire amer en ouvrant la porte de la maison. Si seule qu'elle s'achète une voiture de luxe avec nos efforts. Maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Demanda Léa. Je vais préparer quelque chose de bon tout de suite, ma puce. J'ai forcé un sourire. Les enfants coururent jouer et je me suis effondré sur une chaise de la cuisine. Mes mains tremblaient violemment. 5 ans de mensonges éhontés. Combien d'argent avons-nous jeté par les fenêtres? J'ai fait les calculs mentaux rapidement. Si la moyenne était de 900 € par mois, sur un an cela fait 10 800 €. Sur 5 ans, cela fait plus de 50 000 €. 50 000 €. Avec cet argent, nous aurions rénové tout l'appartement. Nous aurions acheté tout ce dont les enfants ont besoin. Nous aurions pu voyager. J'aurais pu travailler moins pour passer du temps avec mes enfants. Soudain mon téléphone vibra. C'était un message de Béatrice. Ma chère Sophie, n'oublie pas de me faire le virement avant vendredi.
J'ai rendez-vous avec le cardiologue et je dois payer la clinique. Le cardiologue. J'ai jeté le téléphone sur la table. Quel cardiologue, menteuse, alors que je viens de te voir acheter une voiture de sport? J'ai essayé de me calmer. J'ai pensé que ce n'était peut-être pas elle. Peut-être que mes yeux m'avaient trompé avec le reflet du soleil. Après tout, je l'ai vue de dos et le manteau pourrait être commun. Mais non. Je connais son corps parfaitement. Je connais sa façon de marcher et ses gestes. C'était elle sans aucun doute. J'ai ouvert l'application de la banque et j'ai cherché le compte d'où sortait l'argent chaque mois. Le dernier virement datait d'il y a 10 jours. 1100 € pour de prétendus examens de tension. Mes doigts sont allés directement sur le bouton pour annuler les paiements automatiques. J'ai hésité une seconde puis j'ai tout annulé. C'était décidé. Thomas est arrivé très tard ce soir-là. Il semblait épuisé. Il travaille comme chef de chantier et les derniers mois ont été très lourds. Il n'acceptait aucun repos supplémentaire car nous avions besoin d'argent pour tout. Y compris pour l'aide à sa mère. Salut, mon amour. Il m'a donné un baiser rapide et s'est laissé tomber sur le canapé. Je suis mort de fatigue. Les enfants dorment? Depuis un moment. Je me suis assise près de lui. Thomas, nous devons parler de quelque chose de sérieux. Si c'est pour l'argent, la semaine prochaine j'ai une prime de chantier. Il ferma les yeux avec lourdeur. Attends un peu, s'il te plaît. Il ne s'agit pas de manque d'argent. Enfin, en part ici. J'ai dégluti. J'ai vu ta mère cet après-midi. Et alors? Il n'a même pas ouvert les yeux. Tu as parlé avec elle? Non. Je l'ai vue dans une concession de voitures de luxe. Elle achetait un SUV haut de gamme. Thomas ouvrit les yeux d'un coup et se redressa. De quoi tu parles? Ma mère achetant une voiture chère? Sophie, tu es devenue folle? Quelle voiture? Ma mère n'a pas un sou. Elle vit de sa petite retraite et de ce qu'on lui envoie. Exactement. De ce qu'on lui envoie. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré le message qu'elle m'avait envoyé. Aujourd'hui même elle m'a demandé plus d'argent pour le docteur alors qu'elle signait le contrat pour la voiture. Tu es sûr que c'était elle? Absolument sûr, Thomas. Thomas se frotta le visage avec frustration. Tu as peut-être mal compris. Peut-être qu'elle demandait juste par curiosité. Thomas, je l'ai vu signer des papiers. Le vendeur lui a remis les clés en main propre. Je n'en pouvais plus et j'ai haussé le ton. Chut, tu vas réveiller les petits. Il se leva et commença à faire les 100 pas. Écoute, ce doit être un malentendu. Ce n'était peut-être pas elle. C'était elle, je te l'assure. J'ai regardé mon mari et j'ai senti une colère monter face à son manque de soutien. J'ai déjà annulé le virement programmé et je ne lui enverrai plus un centime. Tu as fait quoi? Il se tourna vers moi furieux. De quel droit tu fais ça sans m'en parler? J'en ai tout le droit. Je me suis levé aussi. Cet argent est le mien aussi parce que je me tue au travail. J'ai 2 emplois pour maintenir le luxe et les mensonges de ta mère. Elle dépense notre sueur dans une voiture neuve. Tu ne sais pas d'où vient l'argent pour cette voiture, cria Thomas en retour. Peut-être qu'elle a économisé longtemps. Économiser 50 000 € avec une retraite de 1 000 € par mois? Tu t'entends parler? Ma mère n'est pas une escroc, Sophie. Ça suffit. Alors d'où vient l'argent? Nous sommes restés à nous regarder, respirant fort. Pour la première fois en 10 ans de mariage, un abîme s'ouvrait entre nous. Je vais aller la voir demain, dit finalement Thomas. Je vais régler ça en personne. Et toi? Tu as eu tort de couper l'argent sans prévenir. Il partit dans la chambre sans attendre de réponse. Je suis resté dans la cuisine avec une tasse de café froid. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, imaginant le pire. Et si Thomas prenait son parti aveuglément? Le lendemain, il est sorti tôt sans déjeuner. J'ai déposé les enfants à l'école et je suis parti travailler les nerfs à vif. J'ai passé la journée à attendre un appel. Le téléphone sonna à 15 heures. C'était Béatrice. Sophie. Sa voix était chargée d'une indignation qui me donna des frissons. Qu'est-ce qui se passe avec le virement de ce mois? L'argent n'est pas passé et je ne peux pas payer ma consultation. J'ai respiré profondément. Béatrice, soyons honnêtes vous et moi. Je vous ai vu hier à la concession.
Un silence pesant s'installa. Un silence éternel. Et alors? Me demanda-t-elle d'une voix froide et calculatrice que je n'avais jamais entendue. Comment ça, et alors? Vous achetiez une voiture de luxe. Mon cœur battait à 1000 à l'heure. Vous avez passé des années à dire que vous mourriez à petit feu. Que vous aviez besoin d'aide pour vos médicaments. Et maintenant vous achetez ça? Béatrice durcit le ton. N'ai-je pas le droit de dépenser mon argent comme bon me semble? Votre argent? Je n'en croyais pas mes oreilles. C'est notre argent, Béatrice. C'est l'argent que nous avons enlevé de la bouche de nos enfants. Vous m'avez aidé et je vous remercie, dit-elle avec une froideur absolue. Mais cela ne signifie pas que vous avez le droit de contrôler ma vie privée. Je suis une adulte et je décide. Mais vous avez juré que c'était pour votre traitement. Et alors? Peut-être que le docteur m'a recommandé moins de stress et une nouvelle voiture m'aide pour ma santé mentale. Tu n'es pas médecin pour décider. Je suis restée muette. L'audace de cette femme dépassait mes pires cauchemars. Enfin bref, fais le virement tout de suite, m'ordonna-t-elle. Ou je vais appeler Thomas et lui dire comment tu me traites mal. Appelez-le si vous voulez, ai-je répondu. Il sait déjà tout parce que je lui ai dit hier. Et je ne vous enverrai plus jamais un centime. Comment oses-tu, petite insolente? Elle commença à hurler au téléphone. Thomas. Tu entends comment ta femme me parle? Je me suis rendu compte que Thomas était là avec elle à ce moment-là. Maman, calme-toi s'il te plaît, j'ai entendu la voix de mon mari au loin. Sophie, on arrive à la maison dans 1 heure. Sois là. L'appel fut coupé. J'ai demandé à la voisine d'aller chercher les enfants et de les garder. Thomas et Béatrice arrivèrent à l'heure. Elle entra avec un air de victoire. Mais elle attaqua direct. Explique-moi quel droit tu as de me laisser sans médicaments. Le même droit que vous avez eu de nous tromper pendant 5 ans, ai-je dit en essayant de rester calme. Je n'ai trompé personne, cria-t-elle. Béatrice, vous avez demandé de l'argent pour un traitement de vie ou de mort et vous avez acheté un SUV de luxe. Je vous ai déjà expliqué que la voiture est pour ma santé émotionnelle. Donc vous allez parfaitement bien, ai-je conclu. Et vous n'avez plus besoin de notre aide financière. Sophie, intervint Thomas. Asseyons-nous. Je suis très calme, Thomas. Ta mère nous a pris pour des idiots. On a arrêté de voyager et de rénover. Nos enfants portent des vêtements d'occasion. Tout ça parce qu'elle avait besoin d'un traitement coûteux qui n'existait pas. Ma mère est vraiment malade, Sophie, ne dis pas ça. Thomas haussa le ton. Alors montre-moi les examens médicaux actuels, ai-je dit à Béatrice. Montre-moi les ordonnances et les factures de pharmacie. N'importe quoi qui prouve où est allé cet argent. Elle devint soudain pâle. C'est une insolence. Tu veux que je te rende des comptes? Je veux la vérité. Si vous avez dépensé cet argent pour votre santé, prouvez-le. C'est le minimum quand on parle de telles sommes. Quelle somme? Thomas fronça les sourcils. En 5 ans on a envoyé à ta mère plus de 50 000 euros, Thomas. 50 000 euros. On achète 2 voitures ou on donne un apport pour un appartement avec ça. Thomas devint blanc comme un linge. 50 000 euros? Fais le calcul toi-même. 1 000 euros par mois pendant 60 mois. Thomas se tourna vers sa mère. Maman, c'est vrai ce qu'elle dit? Oh Thomas, tu vas la croire elle plutôt que ta propre mère? Béatrice essaya de lui prendre la main. Elle est juste jalouse parce que j'ai pu m'acheter quelque chose de beau. Maman, arrête. Thomas retira sa main. Montre-moi les papiers du docteur. Quels papiers? Ceux pour le cœur. Thomas, tu ne fais plus confiance à ta mère? Je veux voir les documents, répéta-t-il avec une fermeté qui me surprit. Béatrice resta bouche bée. Puis son visage se transforma en un masque de haine. Ah, je comprends. Vous êtes tous les deux contre moi. Moi qui vous ai dédié ma vie. Qui t'ai élevé seul. Maman, ça suffit ce refrain. Thomas passa sa main sur son visage. Montre les documents et c'est fini. Je ne te montrerai rien, hurla-t-elle hors d'elle. C'est ma vie privée. Et vous avez l'obligation sacrée de m'aider parce que je suis ta mère. Aider est une chose différente de devenir votre banque personnelle pour vos caprices, lui ai-je dit. Comment oses-tu? Béatrice fit un pas vers moi, la main levée.
Mais Thomas s'interposa. Ça suffit, maman, dit-il d'une voix basse mais autoritaire. Rentre chez toi. J'ai besoin de réfléchir. Thomas, écoute-moi. Pars, maman, s'il te plaît. Béatrice regarda son fils avec mépris. Puis elle me regarda avec une furie terrifiante. Très bien. Allez au diable tous les deux. Mais ne venez pas pleurer quand je mourrai vraiment. Elle sortit et claqua la porte si fort que les cadres vibrèrent. Nous restâmes dans un silence sépulcral. 50 000 €, murmura-t-il après un moment. Tu es sûr? Je peux te montrer chaque virement. J'ai sorti mon téléphone. Regarde. Mois après mois. Parfois 2 fois quand elle appelait en pleurant. Thomas prit le téléphone et commença à regarder l'historique. Son visage s'assombrit. Comment n'ai-je rien vu? Parce que tu lui faisais confiance, Thomas. J'ai posé ma main sur son épaule. Il me regarda avec une douleur profonde. C'est ma mère, Sophie. Comment a-t-elle pu faire ça à ses petits-enfants? Je ne sais pas, ai-je répondu. Mais elle l'a fait. Thomas s'effondra sur le canapé. Je me suis assise près de lui. J'ai besoin de temps, me dit-il finalement. Nous sommes restés là jusqu'à ce que la voisine ramène les enfants. Thomas s'enferma dans la chambre. Le soir, il sortit dans la cuisine. J'étais sur mon ordinateur. Je suis allé chez Julie, me dit-il. Julie est sa sœur cadette. Elle disait toujours qu'elle ne pouvait pas aider car elle n'avait pas d'argent. Et alors? Elle vit dans un appartement de 4 pièces tout neuf à Boulogne-Billancourt. Thomas s'assit. Elle a des meubles de designer et une voiture qui a moins d'1 an. J'ai lâché mon stylo. C'est sérieux? Sophie, je n'étais jamais allé chez elle. On se voyait toujours chez ma mère. Aujourd'hui je suis arrivé sans prévenir. Et tu sais ce qu'elle m'a avoué? Quoi? Que ma mère lui a donné l'argent pour l'apport de l'appartement il y a 3 ans. 30 000 € en liquide. J'ai senti un frisson. Donc ta mère donnait notre argent à Julie en cachette? De l'argent qu'on envoyait en pensant qu'elle était malade, compléta Thomas avec amertume. J'ai posé la question à Julie et elle a fini par tout admettre. Elle pensait que j'étais au courant. Thomas, elle ne nous a jamais donné un centime. Même quand tu as eu ton accident et que tu n'as pas travaillé pendant 3 mois. Je m'en souviens, dit-il en serrant les poings. À cette époque, elle m'a juré qu'elle était dans la misère. Et le mois suivant, Julie achetait son appartement. Thomas comprenait enfin l'ampleur de la fraude. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre, ta sœur? Que ma mère disait que Thomas s'en sortait très bien et que c'était son devoir d'aider sa sœur. Elle vous a manipulés tous les deux. Elle disait à Thomas que Julie était pauvre et à Julie que Thomas était d'accord. Julie est aussi sous le choc. Elle n'aurait jamais accepté si elle avait su. Et maintenant? Je ne sais pas. Julie a proposé de rendre une partie de l'argent petit à petit. Mais elle n'a pas de liquidité. Je ne veux pas l'argent de ta sœur, ai-je dit. Elle n'est pas coupable. C'est ta mère. Notre mère, corrigea Thomas. Et je ne sais pas comment gérer ça. Le téléphone de Thomas ne cessa de sonner le lendemain. Béatrice appelait chaque heure. Des messages vocaux exigeants puis d'autres en pleurs. Thomas, comment peux-tu faire ça à ta mère? Mon fils, j'ai vraiment mal au cœur. J'ai besoin de soins. Tu veux que je meure par ta faute? Thomas ne répondit pas. Le 3e jour, Julie m'appela. Sophie, c'est moi. Je peux te parler? Bien sûr. Je suis sorti sur le balcon. Je voulais m'excuser. Sa voix tremblait. Je ne savais pas, maman jurait que vous étiez d'accord. Julie, je ne te blâme pas, ai-je dit. Tu as aussi été une victime. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. Maman a toujours été comme ça. Tu te souviens quand elle disait que notre père nous avait abandonnés? Oui. Elle disait qu'il était parti avec une autre femme. Hier je l'ai cherché sur les réseaux sociaux. Julie parlait vite. Je lui ai envoyé un message. Sophie, notre père ne nous a jamais abandonnés. C'est elle qui l'a mis à la porte. Elle a exigé le divorce et l'a menacé de ne plus voir ses enfants s'ils ne partaient pas loin. Il a essayé de se battre légalement. Mais elle a engagé un avocat véreux qui l'a fait passer pour un monstre.
Je me suis appuyé contre le mur. Tu veux dire que votre père est vivant? Vivant, en bonne santé et il vit à Lyon. Toutes ces années il a essayé de nous contacter. Mais elle bloquait tout. Elle nous disait qu'on ne l'intéressait pas. Mon Dieu, fut la seule chose que je pus dire. Sophie, j'ai peur, confessa Julie en pleurant. Je me rends compte que je ne connais pas ma mère. Elle est capable de n'importe quel mensonge pour obtenir ce qu'elle veut. Après avoir raccroché, je suis resté un moment à regarder les lumières de la ville. Le puzzle était complet. Béatrice n'était pas juste une menteuse. C'était une maîtresse de la manipulation psychologique. Cette nuit-là, j'ai raconté à Thomas ce que Julie avait découvert sur leur père. Il écouta dans un silence absolu. Donc mon père ne nous a pas laissé tomber, dit-il enfin d'une voix brisée. Toutes ces années elle a juré que c'était un traître. Et je n'ai même pas essayé de le chercher. Thomas, tu n'as pas eu de faute, tu étais un enfant. Si, j'ai eu une faute, cria-t-il en se levant. J'aurais dû enquêter. Sophie, cette femme m'a volé mon père. 20 ans perdus. Il attrapa son blouson et sortit. Il revint tard dans la nuit. Je suis allé chez ma mère, me dit-il. J'ai exigé la vérité. Elle a d'abord tout nié. Puis je lui ai demandé pour la voiture. Pour l'argent de Julie. Je lui ai demandé si elle était vraiment malade. Elle m'a répondu que je suis un fils ingrat. Elle a dit qu'elle a le droit de dépenser l'argent comme elle veut parce qu'elle m'a donné la vie. Thomas se tourna vers moi. Sophie, je ne lui donnerai plus un seul euro. Et je ne veux plus lui parler. Tu me soutiens? Bien sûr, Thomas. Le lendemain commença ce que j'appelle le véritable enfer. Béatrice lança une guerre d'informations. Elle appela tous les parents proches et lointains. Elle raconta que j'étais une belle-fille horrible et malveillante. Elle dit que j'avais monté le fils contre sa mère. Que je lui avais interdit d'aider une pauvre femme malade parce que je voulais garder tout l'héritage futur. J'ai commencé à recevoir des appels de gens de la famille qu'on ne voyait qu'à Noël. Comment peux-tu être si cruelle, Sophie? C'est la mère de Thomas. Elle est très malade. Dites-lui de me montrer les vrais examens médicaux, leur répondais-je. Si elle me prouve qu'elle est malade, je l'aide. Mais je veux voir les preuves. Thomas souffrait encore plus que moi. On l'appelait ingrat, froid. Une de ses tantes est même venue chez nous et a fait un scandale dans le couloir de l'immeuble. Thomas, comment peux-tu abandonner ta mère qui se meurt? Criait-elle pour que les voisins entendent. Elle s'est privée de pain pour toi. Tante Mathilde, dit Thomas fermement. Ma mère ne meurt de rien. Elle va parfaitement bien. Elle achète des voitures de luxe et donne de l'argent à Julie en cachette. De l'argent qu'elle nous a pris en mentant sur une maladie qu'elle n'a pas. Tu mens pour justifier ton manque d'amour. Hurla la tante. Je peux vous montrer les documents de la concession si vous voulez les voir maintenant. La tante resta silencieuse, puis partit en murmurant sur la jeunesse sans valeur. Mais le pire arriva une semaine après. Béatrice annonça à tout le monde qu'elle avait eu une crise cardiaque foudroyante. Elle fit venir une ambulance pour faire du bruit. Elle se fit emmener à l'hôpital. Et depuis son brancard, elle bombarda Thomas de messages vocaux déchirants. Mon fils, je me sens mal, je vais mourir. Les docteurs disent que j'ai besoin d'une chirurgie d'urgence très coûteuse. C'est hors de prix et je n'ai rien de côté, aide-moi s'il te plaît. Thomas écoutait les audios le visage tendu. Sophie, elle dit qu'elle meurt vraiment cette fois. Maman, dit-il finalement en envoyant un audio court. Envoie-moi maintenant une photo du diagnostic officiel avec le tampon de l'hôpital. Comment as-tu le courage de demander ça? Je suis en soins intensifs. Alors je viens là-bas maintenant parler au médecin. Ne viens pas. Cria-t-elle soudain dans l'audio suivant. Sa voix de mourante avait disparu. Je te l'interdis. C'est une invasion de ma vie privée. Donc il n'y a pas eu de crise cardiaque, conclut Thomas avec tristesse. Adieu, maman. Il éteignit le téléphone. Quand Béatrice sortit de l'hôpital et rappela pour demander de l'argent, Thomas resta ferme comme un roc. Maman, je t'aide avec plaisir si je vois un besoin réel prouvé. Une facture d'hôpital ou une ordonnance d'un vrai médecin. Elle changea alors de stratégie. Elle commença à appeler nos enfants en cachette. Léa arriva de l'école en pleurant un jour. Maman, mamie m'a dit au téléphone qu'elle allait mourir parce qu'on ne veut pas l'aider.
J'ai pris ma fille dans mes bras. Mon amour, écoute bien. Mamie ne va pas mourir, elle est en bonne santé. Ce sont les adultes qui ont un problème difficile. Mais elle a pleuré. Elle a dit que papa l'avait abandonnée. Léa, parfois les adultes mentent aussi pour obtenir ce qu'ils veulent. Elle essaie de nous faire sentir mal. Thomas appela sa mère le soir même. Si tu rappelles mes enfants pour leur mettre ces idées en tête, je coupe tout contact pour toujours. Laisse les enfants en dehors de tes jeux. Elle grogna mais arrêta d'appeler les petits. Un mois passa. Puis 2. La vie dans notre maison commença enfin à reprendre son cours normal. Sans ces virements mensuels de 1000 €, l'argent commença enfin à nous rester. On a acheté un blouson neuf et chaud à Léa, dans un vrai magasin. À Hugo, on a acheté des vêtements à sa taille. On a peint la chambre des enfants avec des couleurs qu'ils ont choisies. J'ai enfin pu démissionner de mon deuxième emploi. Pour la première fois en 5 ans, j'ai pu passer un samedi entier avec ma famille au parc. Thomas a enfin rencontré son père à Lyon. Ils ont parlé pendant des heures. Puis son père est venu ici et a rencontré ses petits-enfants. Les enfants l'ont aimé tout de suite. Béatrice continuait ses jeux. Un jour elle disait qu'elle faisait une grève de la faim. Un autre jour qu'elle allait entrer en maison de retraite parce que personne ne l'aimait. Mais nous tenions bon. La paix dura 3 mois. Puis Béatrice porta un nouveau coup plus bas que les autres. J'ai reçu un appel d'une femme avec une voix inconnue. « Bonjour, je parle à Madame Sophie ?» La voix était polie mais officielle. « Oui, c'est moi, qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Valérie et je suis assistante sociale à la mairie. J'ai reçu une plainte formelle de la part de Madame Béatrice pour abandon de personnes âgées. Elle allègue que son fils et sa belle-fille l'ont laissé totalement sans moyen de subsistance. J'ai senti le sang quitter mon visage. C'est un mensonge absolu. Je suis obligé légalement de vérifier, continua la femme. Elle dit que vous lui avez pris sa carte de retraite et qu'elle n'a plus de quoi manger. C'est absurde. Ai-je crié. J'ai juste arrêté de lui donner de mon propre argent. Sa retraite est intacte sur son propre compte. Je comprends votre indignation, Madame Sophie, dit la femme. Mais je dois faire une visite technique obligatoire. Puis-je venir demain ? J'ai accepté car je n'avais pas d'autre option légale. Cette nuit-là, Thomas et moi avons rassemblé toutes nos preuves. Les relevés bancaires des 5 dernières années. Les photos du SUV de luxe que Julie avait prises en cachette. Les impressions des messages où elle demandait l'argent. Cette femme a perdu la tête, disait Thomas. Arrivé à appeler les services sociaux est le point le plus bas. Le lendemain, l'assistante sociale Valérie se révéla être une femme sensée. Elle écouta notre histoire et vérifia les documents. Écoutez, nous dit-elle, ce genre de cas n'est pas si rare. Parfois les personnes âgées utilisent le système pour manipuler leurs proches. Donc vous nous croyez ? Vous avez des preuves accablantes, affirma Valérie. Les relevés montrent que vous l'avez aidée longtemps. Les photos du SUV prouvent qu'elle a des biens. Et j'ai vérifié dans le système national. Sa carte de retraite est active et elle retire l'argent chaque mois. Et maintenant ? J'ai rédigé un rapport officiel indiquant que la plainte est infondée. Mais je vous préviens. Elle pourrait essayer la voie civile. Elle pourrait tenter de vous poursuivre pour une pension alimentaire d'ascendant. Une pension alimentaire pour elle ? Je n'arrivais pas à y croire. Pourquoi si elle a de l'argent ? La loi dit que les enfants ont l'obligation d'aider les parents s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, nous expliqua l'assistante sociale. Mais elle peut subvenir seule, s'exclama Thomas. Elle a sa maison, une voiture de luxe et sa retraite. Je le sais bien, dit Valérie avec sympathie. Mais légalement elle a le droit de tenter la demande devant un juge. Elle perdra probablement à cause de son patrimoine. Mais préparez-vous au stress et aux frais d'avocat. Après le départ de Valérie, je me suis assise désolée. Thomas, cette femme est capable de tout. Une semaine après, la notification officielle arriva. Béatrice nous poursuivait formellement. Elle demandait une pension de 500 € par mois. Elle alléguait l'abandon total et des maladies graves. Nous avons engagé une avocate nommée Maître Lefebvre. Elle fut très directe. Vous avez une défense excellente. Elle a agi avec une mauvaise foi évidente en recevant de l'argent pendant 5 ans pour des fins mensongères. Le mois qui précéda l'audience fut le plus long de ma vie. Béatrice fit une campagne de dénigrement intense.
Elle allait chez les parents en pleurant avec un mouchoir. Elle montrait de vieilles ordonnances d'il y a 10 ans comme si elles étaient actuelles. À mon travail, certains collègues commencèrent à me regarder bizarrement. Quelqu'un connaissait un parent éloigné et les ragots arrivèrent au bureau. Mon patron m'appela même. « Sophie, je ne veux pas me mêler de tes affaires, me dit-il. » Mais ces commentaires créent une ambiance tendue. « Je comprends, monsieur, ai-je répondu la tête haute. Mais je vous assure que c'est un tissu de mensonges. Ma belle-mère est manipulatrice et je vais le prouver bientôt. » Il hocha la tête mais je vis le doute dans ses yeux. Les enfants sentaient aussi cette pression. Léa ne dormait pas bien. Hugo recommença à faire pipi au lit, chose qu'il ne faisait plus. « Maman, est-ce que mamie va mourir pour de vrai ?» me demanda Léa un matin. « Non, mon cœur, je te le jure. Mamie va bien physiquement. Les adultes règlent juste un problème légal. » « Mais pourquoi les tantes disent que tu es méchante ? » Sophie, écoute bien. Parfois les gens se trompent et disent des choses fausses par colère. Tu te souviens de l'histoire du loup ? Parfois les gens font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas mamie et le loup ? Je ne sus quoi répondre. Mamie Béatrice est très en colère en ce moment, ai-je fini par dire. Elle pense qu'on a tort mais on défend ce qui est juste pour notre famille. La nuit avant le tribunal, je n'ai pas fermé l'œil. J'avais une peur bleue. Et si la juge la croyait à cause de son air de vieille dame sans défense ? Et si on perdait et qu'on devait lui donner notre argent après tout ? Thomas m'enlaça fort avant de partir. Tout va bien se passer, Sophie. La vérité finit toujours par sortir. Dans la salle d'audience, Béatrice était assise de l'autre côté. Elle était entourée des parents qu'elle avait réussi à tromper. Elle portait des vêtements vieux et délavés. Elle n'avait pas de maquillage et ses cheveux étaient en désordre. Elle était l'image même de la pauvreté extrême. La juge entra et la séance commença. Béatrice parla en premier. Elle le fit d'une voix faible et tremblante. « J'ai élevé mes enfants seuls avec effort, dit-elle. Je leur ai tout donné. Et maintenant que je suis vieille et malade, ils m'ont jeté dehors. Je n'ai pas de quoi payer mes médicaments ou mon pain. Je vous supplie, madame la juge, de forcer mon fils à m'aider pour ne pas mourir de faim. » « Avez-vous des examens médicaux récents ?» demanda la juge d'une voix neutre. Béatrice sortit des papiers froissés. La juge les regarda et fronça les sourcils. « Madame, ces examens datent d'il y a plus de 10 ans. Vous n'avez rien de cette année. »« C'est que je n'ai pas d'argent pour aller chez le docteur. » s'exclama-t-elle désespérée. « Cependant, dans le dossier il apparaît que vous êtes propriétaire d'un véhicule haut de gamme, nota la juge. Un SUV acheté il y a 6 mois. Béatrice resta la tête basse et bégaya nerveusement. C'était un cadeau qu'on m'a fait. Selon les registres, vous avez payé vous-même le montant total en liquide, madame. J'ai économisé avec ma retraite pendant longtemps, dit-elle sans conviction. Comment avez-vous pu économiser 50 000 € avec 1 000 € par mois ? Lui demanda la juge directement. Béatrice resta muette. Alors maître Lefebvre prit la parole. Elle fut précise. Elle montra tous les relevés avec les virements. Elle présenta les captures d'écran des messages où elle demandait l'argent pour des médicaments inexistants. Elle montra le contrat d'achat du SUV. Et elle présenta le témoignage de Julie sur l'argent de l'appartement. « Madame la juge, dit notre avocate, pendant 5 ans mes clients ont aidé la demanderesse de bonne foi. Ils ont été victimes d'un mensonge cruel. Elle a utilisé cet argent pour des luxes alors que ses petits-enfants étaient dans le besoin. Elle a des revenus fixes et un patrimoine considérable. » La juge écoutait avec attention. Elle posa plusieurs questions difficiles à Béatrice. Celle-ci commença à s'en mêler dans ses mensonges et entrait dans des contradictions absurdes. « Pourquoi avez-vous dit à votre fils que vous aviez besoin d'argent pour des soins si vous l'avez utilisé pour une voiture ?» demanda la juge. « Je fais ce que je veux avec l'argent que je reçois. » Tenta-t-elle de se défendre en criant soudain. « C'est vrai, » dit la juge avec calme. Mais demander de l'argent sous le prétexte d'une maladie inexistante constitue une mauvaise foi légale, madame. C'est une affaire de famille. Hurla Béatrice hors d'elle. Ça ne l'est plus, c'est une affaire de ce tribunal, trancha la juge. La séance est levée pour délibération. Nous avons attendu 20 minutes dans le couloir. Finalement la juge revint. Après avoir analysé les faits, commença la juge d'une voix ferme. Ce tribunal juge que la demande de pension alimentaire est totalement infondée.
Il a été prouvé que la demanderesse possède des moyens de subsistance propres. De plus, il a été prouvé qu'elle a reçu une aide substantielle pendant des années par le mensonge sur son état de santé. La sentence fut définitive. Nous ne lui devions rien légalement. Thomas me serra dans ses bras. Enfin c'est fini, me murmura-t-il. Nous avons gagné. Béatrice sortit de la salle furieuse, sans nous regarder. Dans le couloir, Julie nous prit dans ses bras. Quelle joie que ce cauchemar soit fini, nous dit-elle. Elle a eu exactement ce qu'elle méritait. Béatrice n'essaya pas de faire appel. Elle comprit qu'elle n'avait aucune chance. Mais elle ne nous a jamais demandé pardon. 6 mois ont passé depuis ce jour au tribunal. Nous n'avons pas reparlé avec elle. Thomas a essayé d'appeler une fois mais elle n'a pas répondu. Julie nous raconte qu'elle reste la même. Elle frime avec son SUV devant les voisins et dit du mal de nous à qui veut l'entendre. Mais au moins elle ne nous demande plus d'argent. Notre vie familiale est maintenant tout autre chose. Nous ne portons plus ce poids mort sur nos épaules ni cette culpabilité constante. Le mois dernier on a enfin pu voyager à la mer avec les enfants. Ils se sont amusés comme jamais. Léa ne fait plus de cauchemars. J'ai pu quitter mon 2e emploi. Pour la première fois depuis longtemps, je peux passer du temps avec ma famille. Thomas a enfin rencontré son père à Lyon. Ils se sont vus et ont parlé pendant des heures. Puis son père est venu ici et a connu ses petits-enfants. Les enfants l'ont aimé tout de suite. Julie s'est aussi rapprochée de son père. On commence à se réunir tous parfois pour manger. Nous étions 2 familles séparées par les mensonges d'une seule personne. Pendant ce temps, Béatrice continue. Un jour elle disait qu'elle faisait une grève de la faim. Un autre jour qu'elle va aller en maison de retraite. Mais nous tenons bon. Thomas ne tombe plus dans ses pièges. Et moi je me sens libre. Je ne vis plus pour plaire à ma belle-mère ni ne me sacrifie pour des maladies imaginaires. Je vis ma propre vie. Cette paix nous est précieuse. Sais-tu Sophie, me dit Thomas hier soir, si tu ne l'avais pas vu dans cette concession ce jour-là, on serait encore en train de financer son luxe. Je continuerais à me tuer au travail et mes enfants n'auraient pas ce dont ils ont besoin. Mais je l'ai vu, lui ai-je répondu avec un sourire de paix. Et grâce à cela on a survécu et récupéré notre liberté. Il me prit la main et l'embrassa. Merci d'avoir été si forte pour nous tous quand je ne pouvais pas voir la vérité. Aujourd'hui on fait des plans normaux. On décide où aller au prochain pont ou quoi acheter aux enfants pour leur anniversaire. Ce sont les plans de quelqu'un qui est enfin maître de son destin. Et cela pour moi est la vraie définition de la paix. Béatrice n'est pas revenue mais nous avançons avec joie. On vit pour de vrai et c'est tout ce qui compte. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime. On se voit à la prochaine histoire. Au revoir.